Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons le thème de l'escroquerie sous l'article 313.1 du Code pénal. Mais tout de suite, Maître Rod, en termes de définition, qu'est-ce que l'on doit comprendre aujourd'hui sous la loi française de l'escroquerie? L'escroquerie est le fait, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Il s'agit d'un délit prévu par le Code pénal, puni par ce même code, qui est qui est pratiqué souvent au préjudice d'autrui, c'est-à-dire au préjudice de vous et moi, au préjudice de toute personne, parce que les escrocs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ce délit, sont parfois les hommes les plus charmants du monde. Et c'est par leur comportement, par leur courtoisie, par leur politesse, j'allais dire par leur gentillesse, qu'ils arrivent, et j'emploie le mot, à vous amadouer, c'est-à-dire à vous tromper. Merci. Alors justement, avec vous, Maître, nous essaierons de voir, en tout cas utiliser l'expérience, le savoir et l'aide que vous avez dû porter à des victimes dans une telle situation pour nous aider, j'imagine, à anticiper ou peut-être à reconnaître comment nous pourrions nous retrouver demain dans cette situation. Eh bien, j'aurais un mot et pour les victimes, parce que nous nous penchons, vous et moi surtout, sur la situation de ces malheureuses personnes qui sont pas plus bêtes ou plus intelligentes que vous et moi, mais qui trouvent qu'une autre personne avenante peut bénéficier d'un service. Et j'allais employer une comparaison avec la fable de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Lorsqu'une personne se montre extrêmement aimable, extrêmement gentille, c'est encore, je vous renvoie à une autre expression, elle est parfois trop polie pour être honnête. Alors, chacun, en attendant cette définition du Code pénal de l'article 313.1, il y a d'autres textes qui suivent après, comme par exemple la filouterie, mais qui entrent à peu près dans la même rubrique de l'escroquerie, c'est-à-dire de la tromperie. Voilà ce qu'il faut voir là-dessus. Et la définition qui est donnée de l'escroquerie est une définition extrêmement pointue, parce qu'il ne faut pas généraliser. Lorsqu'on vous parle de l'usage d'un faux nom, eh bien, vous avez tendance, si quelqu'un se présente, au nom par exemple du Conseil général ou au nom de la région, pour vous demander de faire un don ou de prêter main forte, de prêter assistance, d'aider cette entreprise, cette communauté territoriale, eh bien, ce n'est pas la même chose que si cette personne vient et prétend venir au nom d'un de mes amis, au nom de nom, parce que le Conseil général n'est pas un nom patronymique. Et ceci fait que si on se présente ainsi au nom du Conseil général et on vous trompe, ceci ne va pas tomber sous le coup de l'escroquerie, puisque la fausse qualité de représentant du Conseil général n'est pas l'usage ou du maire, par exemple, d'une ville importante des Antilles-Guyane. Eh bien, ce fait-là n'est pas le fait de se revêtir du nom d'une autre personne,
Alors, qui n'est je pas... vous suis plus. Je vous suis plus. Qu'est-ce qui est escroquerie? Qu'est-ce qui n'est pas escroquerie exactement? Le fait d'utiliser, de dire qu'on vient de la part d'une collectivité, quelle qu'elle soit, et que c'est faux, c'est pas une escroquerie? Non, ça verse dans l'abus de confiance. D'accord. Ça verse dans l'abus de confiance, qui est un autre délit qui demande d'autres critères que celui d'escroquerie. Alors, l'escroquerie, il faut le faux nom ou une fausse qualité ou un abus de qualité. Il faut prendre un exemple. Quelqu'un qui se présente comme faux boulanger et qui n'est pas boulanger mais qui vous fait des offres ou un contrat de vente de pain, si on n'est pas boulanger, on ne peut pas vendre du pain. Et comme quelqu'un qui vous offre un contrat de réparer vos chaussures, il n'est pas cordonnier. Alors, évidemment, on dit cordonnier pas plus haut que la ceinture, mais il y a aussi cordonnier pas du tout. D'accord. Il y a aussi des métiers protégés comme médecin. Alors, médecin, avocat, chirurgien, dentiste, Nous avons et beaucoup pharmacien, tous ces cas. Les chirurgiens qui se prétendent des chirurgiens esthétiques et qui ne sont pas, et on connaît les égards. Alors là, ce sont des personnes qui sont peut-être des médecins même, des diplômés en médecine, ou des gens qui pratiquent la médecine, qui ont des connaissances médicales, parce qu'il faut un flot de connaissances pour aguicher et pour laisser entendre que l'on peut faire quelque chose. Donc, autant... Et on ne le fait pas, mais en même temps, on se fait remettre de l'argent. On se fait remettre ce qu'on dit dans le texte des fonds. Donc, autant l'usage de titres qu'on n'aurait pas que l'abus d'options. Par exemple, quelqu'un, évidemment, qui est bien diplômé en médecine, il a son diplôme. Mais qui n'est pas chirurgien. Donc, il ne peut pas vous parler d'opération ou vous faire croire d'autres espérances pour vous guérir, par exemple, du cancer ou autre chose. Alors, en quoi une tromperie serait une escroquerie? Eh bien, la tromperie est une escroquerie parce que son but, il faut voir le résultat. Si le résultat n'a pas été atteint par une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, nous nous trouvons devant une tentative, mais le fond du dossier est le même. Donnez-moi un exemple. Eh bien, je vous promets une carte de cinéma et contre le versement d'une somme. Vous me remettez cette somme-là et en me faisant confiance, alors que je n'ai pas qualité pour remettre des cartes de cinéma, je ne suis pas vendeur de cinéma, je n'ai pas acheté une carte que je vous remets et j'ai pris l'engagement alors que je suis dans l'impossibilité de le faire et vous constatez et vous m'attendez, c'est pour ce soir, vous ne me voyez pas et j'ai disparu et en même temps votre argent a disparu et l'obligation que j'avais prise de vous mettre en possession de billets n'est pas remplie. Donc, il s'agit d'une tromperie, c'est-à-dire d'une escroquerie. D'accord. Donc, autant, à une occasion, le procureur me disait que le mensonge en soi n'est pas un crime ou un délit, mais dans la notion de tromperie assimilée à l'escroquerie, est-ce qu'on peut dire que c'est le fait de mentir dans le but d'obtenir de l'argent? Il y a la notion de mensonge. La tromperie, évidemment, le mensonge lui-même peut être un mensonge bénin. Il y en a qui mentent pour rire, faire rire, même mentir pour sauver aussi, c'est ce qu'on dit de certains. Mais la réalité de la manœuvre qui est perpétrée, c'est d'obtenir de l'argent ou d'obtenir une obligation, une promesse d'un don, qui peut être un don en nature ou un bijou ou quelque chose, et ceci est fait de façon fallacieuse. D'accord. C'est-à-dire, pour revenir au terme générique que vous avez employé, au mensonge. Le mensonge en lui-même n'est pas un délit. Sinon, si on arrêtait et on mettait en prison tous les menteurs, il n'y aurait pas assez de place. Mais il peut envelopper ce que l'on appelle en termes de droit une manœuvre. Et si le but est d'extorquer des fonds et de vous priver d'une partie de votre fortune,
il s'agit là d'une manœuvre frauduleuse. D'accord. Donc, toujours dans cette thématique de l'escroquerie, sous l'article 313, trait d'union 1 du Code pénal, donc nous avons vu toutes les formes d'appellation. Nous avons vu les définitions. Donc, usage d'un faux nom, emploi de manœuvres frauduleuses, ça veut dire que vous faites passer pour un médecin alors que vous n'en êtes pas un, ou alors que vous avez des diplômes supérieurs et que vous n'en avez pas, la tromperie, donc nous venons de la voir, la remise de fonds, de fonds et de valeurs. C'est le deuxième aspect. Allez-y. La remise de fonds, c'est le deuxième aspect. Toutes ces manœuvres sont faites pour vous appâter. Et on dit à une personne qui est au demeurant fort accueillante, qui ne vous a fait aucun mal, on dit à cette personne, et je parle surtout pour ces personnes-là, qui sont sous la rubrique qui semble peu flatteuse de victimes, mais tout être humain, tout homme, toute femme a une vocation à être victime à un moment donné. Et il faut être toujours sur ses gardes. Alors, cette personne, on lui fait croire, on lui donne des espérances qui sont des espérances fausses, on lui fait croire qu'elle va bénéficier de ceci ou de cela, et elle remet les fonds, en toute confiance. D'accord. Donc, nous sommes bien d'accord, maître. Ce n'est pas le fait de remettre des fonds à quelqu'un ou à une association ou établissement qui est condamné comme escroquerie, mais c'est le fait de faire croire en des choses en retour. On fait croire qu'on est monsieur un tel et qu'on est quelqu'un qui peut vous faire procurer un avancement ou un avantage quelconque, et se présentant ainsi, vous donnez, puisque ça vous semble une opération absolument rentable, et vous donnez, on vous promet de miser 100 € et d'en retirer 500, eh bien, toute personne, quel que soit son rang social, quelle que soit sa situation, quel que soit son métier, croit avoir la possibilité, agissant honnêtement, de gagner 4 fois plus que la mise. Eh bien, évidemment, quand il ne s'agit pas du loto ou des jeux qui sont autorisés par la loi, et on a une espérance. Tout le monde qui va à la loterie pense gagner le gros lot. Mais la loterie est une réalité qui est garantie par la loi, qui est suivie le plus souvent quand on fait les tirages, on vous dit suivi par un huissier de justice. Il y a toutes les garanties, toutes les protections. Et vous avez joué, évidemment, l'aléa du jeu, c'est qu'on gagne ou qu'on perd. Et évidemment, c'est ce qui arrive quand on joue au loto, voire quand on joue au poker, quel que soit le jeu. Donc il y a des aléas, tandis que là, ce n'est pas une question d'aléa, ce n'est pas une forme organisée dans le cadre de la loi ou du règlement, c'est une forfaiture, c'est quelqu'un qui vous trompe, et qui vous trompe par des manœuvres frauduleuses, par une appellation, par une présentation, par un nom patronymique. Et il vous dit, je vais vous donner un exemple tiré de ma personne, et quelqu'un m'avait volé un chéquier, et évidemment, ce quelqu'un, évidemment, c'est un voleur, il ne s'agit pas d'une victime. La victime, c'est moi. Et elle me vole le chéquier, et va, avec ce chéquier, dans une station d'essence, et donne le chèque. Et cette personne se dit, je suis maître tel. C'est effectivement une escroquerie, puisque cette personne donne un chèque qui ne lui appartient pas et se présente sous un faux nom. Elle commet non pas une simple émission frauduleuse de chèque, mais une escroquerie, puisqu'elle se présente pour quelqu'un d'autre. Et évidemment, pour trouver un pompiste, croyant que cette personne qui arrive, par exemple, un gamin qui vous dit « je suis un telle personnalité », tomber et essayer de succomber devant une telle manœuvre grossièrement frauduleuse, à la limite ridicule, on
on peut rire de la personne qui se laisse ainsi tromper. Alors justement, c'est la différence que je fais entre la victime, c'est-à-dire quelqu'un qui est de bonne foi et qui se fie à des apparences, et le gogo, c'est-à-dire l'imbécile heureux. Mais enfin, je ne vous renverrai pas là-dessus aux béatitudes. Là aussi, même le gogo est une victime. C'est pas parce que cette personne est trop crédule qu'elle aurait dû comprendre que c'était une manœuvre. Elle n'a pas compris, mais elle a été victime. Alors, et elle est quand même à plaindre parce que le monde est rempli de victimes, et toutes ces victimes, on doit au moins à la compassion des gens, à l'appui, au soutien de la société et au soutien de tous les organismes qui pôlent la société et font que le monde n'est pas laissé au seul empire des voleurs, des escrocs et des malfaiteurs. Alors maître, d'autant l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement, et vous nous dites que ça peut aussi aller jusqu'à 175 000 euros d'amende, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait une escroquerie énorme, qui aurait trompé, comme dans des affaires qui défraient la chronique, des milliards d'euros, eh bien évidemment peut encourir une peine égale à 5 années d'emprisonnement et en même temps à 175 000 euros d'amende, parce que le législateur a estimé qu'il faut punir, c'est-à-dire protéger la société du danger causé par l'escroc pendant un certain temps, 5 ans le maximum, et en même temps, il faut toucher cet escroc à la bourse. C'est là où ça lui fera le plus mal. Alors il y a une amende qui doit être payée à l'État, 175 000 euros au maximum. Et le juge qui est là pour voir quelle façon il doit appliquer la loi, modérer ou jusqu'au bout de la loi, eh bien le juge module. Et pour un escroc récidiviste ou autre, évidemment, il y a les peines de la récidive et qui sont aggravées par la loi Dati, qui est une très bonne loi, maintenant qu'on la comprend. Eh bien, là, vous avez le juge qui modère et qui donne la juste sanction. Alors, maître Roland, vous disiez autant, des fois, il y a des escroqueries tellement ridicules qu'il faudrait être gogo, entre guillemets, pour se faire avoir. Est-ce que vous êtes aussi en train de nous dire que, quel que soit le niveau d'élaboration, pas du tout de cette escroquerie, ou qu'à un moment donné, nous-mêmes, on sublimait quelque chose d'invraisemblable, il faut toujours porter plainte pour être sûr que ces escrocs ne persévèrent plus? Il faut absolument porter plainte. Là, je suis... Oubliez le ridicule. Oublié, on a été ridicule, mais on a perdu de l'argent, par exemple. Et ce malfaiteur a pris votre argent. Il va, si vous ne mettez pas un holà, c'est ce que je disais pour les femmes battues et les victimes, dès l'instant où on porte une atteinte à votre intégrité physique, ou à votre fortune, ou à vos biens, il faut immédiatement porter plainte. C'est pourquoi maintenant, le législateur, sur tout le territoire de la République française, le législateur vous dit, quand vous portez plainte ou à la gendarmerie ou au commissariat de police, vous devez avoir une preuve que vous avez porté plainte. Et cette preuve, c'est qu'on vous donne une déclaration de plainte en expliquant ce qui a été dit. Et vous avez, avec cette déclaration de plainte, la possibilité de demander au procureur de la République, mais monsieur le procureur, c'est vous qui protégez la société. Voilà, j'ai porté plainte entre un des services que vous dirigez, gendarmerie, police, SRPJ ou autre, voire douane, si vous êtes victime d'une infraction douanière. Et en ce moment-là, vous dites à monsieur le procureur, mais j'ai porté plainte. D'accord. Ça fait 6 mois, ça fait 9 mois, et monsieur le procureur de la République, dans sa sagesse, répond. C'est ce qui donne une idée, et vous voyez cela dans certaines de vos émissions, du rôle immense du procureur, qui est
comme on le dit ordinairement, l'avocat de la société. Mais il est surtout le défenseur de la société, le protecteur de la société. Alors, maître, maintenant, rappelez-nous, quel est l'intérêt face à cette notion d'escroquerie où l'on porte presque à l'écrasement de l'intégrité de l'individu par son ignorance ou par le principe du vice, est un petit vicieux de l'art du verbe. Quel est l'intérêt justement quand on est victime de tout cela, donc d'un avocat pour être pris en compte? Eh bien, les victimes, il y a maintenant des associations des victimes, des associations de la loi de 1901 qui même parfois sont déclarées d'utilité publique, qui viennent au secours des victimes. Parce que la victime d'une escroquerie peut se trouver pratiquement du jour au lendemain sans un sous-vaillant. Si elle a mis toutes ses économies, tout son avoir réel dans cette entreprise qui est une entreprise totalement imaginaire, et puisqu'on a été floué, eh bien, là, on peut s'adresser à une association d'aide aux victimes. Mais toutes ces associations, il a même été envisagé de faire un juge qui est là pour protéger les victimes. Mais qui peut mieux protéger, défendre les intérêts de la victime, prendre fait et cause pour la victime que l'avocat? Le mieux est l'ennemi du bien. À partir du moment où vous avez l'avocat à votre disposition pour actionner en justice, pour saisir le parquet, pour saisir l'autorité qui convient, eh bien vous vous adressez à l'avocat. Et vous me direz, alors les gens, le réflexe que l'on dit que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, on ne dit pas ça. Tout individu a droit à un avocat. Vous avez une cause, vous voyez l'avocat, vous avez les moyens, vous le payez. Vous êtes très riche, vous payez abondamment, et c'est toujours bien vu de l'avocat, comme de tous ceux qui sont payés ou auxquels on donne une récompense quand on estime qu'ils ont bien travaillé. Tout ça c'est prévu, mais vous n'avez pas les moyens, donc vous ne pouvez pas payer. Alors il ne faut pas dire que comme vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas avoir un avocat. Il y a un service organisé en France, mais qui a toujours fonctionné de tous les temps. Même avant que ces services, appelés aujourd'hui d'aide juridique ou aide juridictionnelle, et qui vous permet d'avoir un avocat pour introduire vos affaires parce que vous n'avez pas les moyens, eh bien, il y avait une assistance qui était faite spontanément par les ordres d'avocats eux-mêmes, parce qu'on avait compris que tout le monde ne peut pas payer un avocat. Merci. Tout le monde ne peut pas venir et avancer tant de provisions. Je ne donne pas les chiffres, chaque avocat a un prix de consultation. Alors, maître. Mais vous avez, l'ordre des avocats, c'est pour la Guadeloupe, je vous en parle en connaissance de cause, c'est moi qui ai créé ça, ce système de la consultation gratuite. Avant de faire un procès, vous devez consulter un spécialiste. Eh bien, les avocats mettent à votre disposition le service de la consultation gratuite, et ça a été peaufiné, ça a été mis au point par les bâtonniers qui m'ont succédé, et vous avez la possibilité même de choisir l'avocat. Et il y a une liste d'avocats qui acceptent d'être choisis, et le bâtonnier ou son service compétent vous donne un document qui vous permet d'aller en consultation au même prix que les autres qui paient pour être consultés, mais le fait pour vous d'avoir droit à la consultation gratuite vous met exactement sur le même plan que M. de Rothschild. Mais vous n'avez pas plus de droits que lui. Maître. Maintenant, nous avons compris qu'un escroc, c'est quelqu'un de vil, de vicieux, presque de malingre. Le jour du procès, ce fameux vicieux pourrait signifier ne pas avoir les moyens de rembourser, même si vous reconnaissez les faits, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire d'avocats, par la loi française, il est possible justement de dédommager quelqu'un, soit par le système lui-même, et par voie d'huissier, je ne sais,
prendre les biens de cet escroc de manière à rembourser une part minimale aux victimes. L'escroc est comme tout individu du cadre de l'article 1382 du Code civil qui cause un dommage à autrui. Celui qui cause un dommage à autrui doit réparer. Autrui, c'est l'autre personne, c'est la victime, doit réparer le dommage causé à la victime. Et vous, victime d'une escroquerie, vous êtes d'abord une victime, vous êtes la victime avec un grand V, cette personne à laquelle secours est dû par la société, secours et vigilance sont dus par l'avocat, et le tribunal, lui, a l'obligation de rendre justice à cette victime, et l'on condamne l'escroc, et la victime a le droit de saisir les biens de l'escroc, de saisir ses biens mobiliers et ses biens immobiliers suivant les procédures prévues par la loi. Et en ce moment, on a recours à l'avocat pour obtenir la décision de justice et à l'huissier de justice pour exécuter la décision de justice. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, par l'organisation même de tous ces professionnels, magistrats, que le fait de passer par un avocat, quelle que soit la subtilité, soit dite intellectuelle de l'auteur, donc de l'escroc, que cet avocat pourrait mettre en place justement la sollicitation du huissier pour le constat des biens personnels, etc. Ouais. L'avocat doit vous donner toutes les indications nécessaires. Il ne peut pas, par exemple, exécuter lui-même les jugements qu'il a obtenus. Vous comprenez? Ça rejoindrait le fait de se rendre justice à soi-même. L'avocat vous met la victime en contact avec un huissier, le plus souvent saisit directement l'huissier au nom de la victime et paie l'huissier en fonction de ses notes et des services que celui-ci rend, et l'huissier exécute. C'est-à-dire, il y a un bien mobilier, il saisit le bien mobilier et le fait vendre aux enchères. L'escroc a une voiture, le plus souvent, ils ont de très belles voitures pour séduire plus facilement. Eh bien, l'huissier, en ce moment, muni de la décision de justice en forme exécutoire, c'est-à-dire ayant l'autorité que la loi accorde à la chose attribuée à la chose jugée, ou ayant une exécution provisoire, le tribunal, si l'avocat le demande et vu l'urgence, peut dire exécution provisoire pour nonobstant appel, puisqu'on a des voies de recours qui sont prévues par la loi. On peut aller en appel à ses risques et périls, mais on peut y aller. On peut aller en cassation à ses risques et périls, mais on peut y aller. Mais quand vous avez un jugement assorti de l'exécution provisoire, vous pouvez exécuter immédiatement le jugement. D'accord. Alors, nous venons de voir si l'escroc est déterminé, il est reconnu qu'il est bien coupable, on peut, s'il n'a pas les moyens financiers de régler sa dette envers la société et les victimes, prendre ses biens. Ça, c'est une chose. Maintenant, par l'avocat et ce que vous avez, si on se retrouve soit devant un escroc qui, en théorie, n'aurait pas de biens, ou en absence de retrouver où cette personne est partie, qu'est-ce que le système, les procédures par voie d'avocat peuvent permettre à la victime? Donc on reconnaît les faits, et y a-t-il un système, l'État met-il en place un système? Hélas, c'est à préconiser, c'est à prévoir. Les auteurs des lois doivent prévoir la constitution comme ça de fonds pour les victimes particulières de l'escroquerie, mais pour le moment, le fonds pour les victimes d'infraction ne comprend pas les victimes de l'infraction d'escroquerie. Toutes les victimes d'atteinte à la personne, toutes les victimes de vol, d'infraction frauduleuse, mais alliées avec une violence, c'est-à-dire avec une atteinte à la personne, parce qu'on peut obtenir des fonds par la violence. Ceux que vous connaissez, la bourse ou la vie. Voilà. Mais là, nous avons alors un fonds de garantie pour ces victimes-là et une commission. Mais là, pour l'escroquerie, je ne connais pas de fonds pour le moment. Mais l'idée
pour les malheureuses victimes que vous venez d'émettre est une idée absolument généreuse qu'une société encore plus civilisée que la nôtre peut prendre en compte, et ou par un impôt général, ou par une autre disposition, pouvoir venir au secours de ceux qui sont victimes d'escroquerie. Donc, vous avez émis là une pensée extrêmement généreuse qui est à méditer. Donc, est-ce qu'à travers celle-ci, l'on peut dire que justement, autant aujourd'hui ou demain, une victime d'escroquerie pour ne pas retrouver son auteur, qu'il est civique et utile pour la société, puisque ce n'est que quand on retrouve cet escroc qu'on peut vous dédommager, que toute personne escroquée, justement, doit, quelle que soit l'ampleur, porter plainte pour qu'on puisse systématiquement identifier tous les escrocs? Ah, il faut, là... Presque avoir un fichier des escrocs? Oui, mais on a, cela existe. Les sanctions d'escroquerie vont à un fichier. Donc, et l'individu, d'ailleurs, va à son casier, et les peines sont doublées, voire triplées, en cas de récidive. Donc, vous êtes aussi en train de nous dire que si vous êtes victime d'une escroquerie et que vous avez vu le visage de cette personne, même si elle vous a donné un faux nom, etc., si c'est un récidiviste, qu'aujourd'hui, la loi française a organisé les choses pour que vous pouviez consulter les photos pour voir ce que c'était lui aussi, votre escroc. Oui. La gendarmerie, la police, le CRPJ ont des services absolument bien organisés là-dessus. Et on vous présente des photos, même quand l'individu est pris, on vous présente les individus, vous êtes derrière un miroir Santin, et vous voyez la personne qui est en garde à vue, ou les personnes qu'on fait défiler, celles qui ont escroqué et celles qui n'ont pas escroqué, et vous reconnaissez la personne qui vous a fait particulièrement du mal. Juste un mot de conclusion, maître, pour rappeler à ces victimes de l'escroquerie qu'elles ne sont pas seules. Quel serait votre dernier mot s'il y en avait un? Mon dernier mot, d'abord voir la gendarmerie ou la police, immédiatement après, voir un avocat. Et si l'on n'en a pas, demandez au bureau d'aide judiciaire de vous donner un avocat afin de faire une action en dédommagement. Maître Rod, merci. Merci. Je profite de l'antenne pour envoyer un grand bonjour à Mme Tomiche qui m'a envoyé un fax concernant une lettre de 87 adressée au Mazu. Juste préféré qu'il m'envoie un mot sur cette époque héroïque où il faisait la grève de la faim à Saint-Hyacinthe, où j'étais son avocat en sa qualité de patriote guadeloupéen devant comparaître au procès d'avril 1968 et où je venais le voir pour le réconforter durant cette terrible épreuve de la grève de la faim. Le code pénal puni par ce même code qui est qui est pratiqué souvent au préjudice d'autrui, c'est-à-dire au préjudice de vous et moi, au préjudice de toute personne, parce que les escrocs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ce délit, sont parfois les hommes les plus charmants du monde. Et c'est par leur comportement, par leur courtoisie, par leur politesse, j'allais dire par leur gentillesse, qu'ils arrivent, et j'emploie le mot, à vous amadouer, c'est-à-dire à vous tromper. Merci. Alors justement, avec vous, maître, nous essaierons de voir, en tout cas utiliser l'expérience, le savoir et l'aide que vous avez dû porter à des victimes dans une telle situation pour nous aider, j'imagine, à anticiper ou peut-être à reconnaître comment nous pourrions nous retrouver demain dans cette situation. Eh bien, j'aurais un mot et de l'escroquerie, c'est-à-dire de la tromperie. Voilà ce qu'il faut voir là-dessus. Et la définition qui est donnée de l'escroquerie est une définition extrêmement pointue parce qu'il ne faut pas généraliser. Lorsqu'on vous parle de l'usage d'un faux nom, eh bien, vous avez tendance, si quelqu'un se présente, au nom par exemple du Conseil général ou au nom de la région
pour vous demander de faire un don ou de prêter main forte, de prêter assistance, d'aider cette entreprise, cette communauté territoriale, eh bien, ce n'est pas la même chose que si cette personne vient et prétend venir au nom d'un de mes amis, au nom de nom, parce que le Conseil général n'est pas un nom patronymique. Et ceci fait que si on se présente ainsi au nom du Conseil général et on vous trompe, ceci ne va pas tomber sous le coup de l'escroquerie, puisque la fausse qualité de représentant du Conseil général n'est pas l'usage ou du maire, par exemple, d'une ville importante des Antilles-Guyane. Eh bien, ce fait-là n'est pas le fait de se revêtir du nom d'une autre personne qui n'est pas... Je vous suis plus. Qu'est-ce qui est escroquerie? Qu'est-ce qui n'est pas escroquerie exactement? Le fait d'utiliser, de dire qu'on vient de la part d'une collectivité, quelle qu'elle soit, et que c'est faux, c'est pas une escroquerie? Non, ça verse dans l'abus de confiance. D'accord. Ça verse dans l'abus de confiance, qui est un autre délit qui demande d'autres critères que celui d'escroquerie. Alors, l'escroquerie, il faut le faux nom ou une fausse qualité ou... Bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons le thème de l'escroquerie sous l'article 313.1 du Code pénal. Mais tout de suite, Maître Rod, en termes de définition, qu'est-ce que l'on doit comprendre aujourd'hui sous la loi française de l'escroquerie? L'escroquerie est le fait, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Il s'agit d'un délit prévu pour les victimes, parce que nous nous penchons, vous et moi surtout, sur la situation de ces malheureuses personnes qui sont pas plus bêtes ou plus intelligentes que vous et moi, mais qui trouvent qu'une autre personne avenante peut bénéficier d'un service. Et j'allais employer une comparaison avec la fable de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Lorsqu'une personne se montre extrêmement aimable, extrêmement gentille, c'est encore, je vous renvoie à une autre expression, elle est parfois trop polie pour être honnête. Alors, chacun, en attendant cette définition du Code pénal de l'article 313.1, il y a d'autres textes qui suivent après, comme par exemple la filouterie, mais qui entrent à peu près dans la même rubrique